au départ, je pensais qu'il n'y avait qu'un chapitre. J'avais imaginé me faire un petit t-shirt avec n'oubliez pas l'article 89 du RGPD pour se promener dans les couloirs de vos établissements respectifs. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Et je crois que oui. Et puis c'est clair que les différents groupes qui sont concernés à l'AF ne vont pas rester les bras ballants là-dessus. Et donc, on vous fournira des éléments au fur et à mesure qu'il y a des nouveautés qui se passent et qui vous permettra de suivre l'actualité et d'être réactif au moment où il faudra l'être. Je vous remercie. Je vous propose de garder les questions et de les rassembler et d'y répondre après la table ronde et de poursuivre cette découverte du RGPD, de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, avec une intervention sur le contexte juridique et législatif. Donc je remercie vivement Stéphanie Foulgoc, qui est avocate au barreau de Paris et du Québec et qui travaille au sein du cabinet Ferral-Schul, qui a parmi ses spécialités les droits des technologies et notamment ces questions liées à la protection des données à caractère personnel. Bonjour à tous. Donc, je comprends que je remplace la CNIL, mais je ne voudrais pas être associée à cette institution directement, dans la mesure où nous, avocats, avons pour mission principalement en ce moment d'accompagner nos clients dans leur mise en conformité par rapport à cette nouvelle réglementation et donc d'essayer de comprendre quel est le sens de ce règlement. Qui, comme l'a indiqué mon prédécesseur, est loin d'être toujours limpide et d'échanger en cas de contrôle avec la CNIL. Effectivement, leurs services sont particulièrement débordés en ce moment. C'est bien que ce soit dans la continuité de la réglementation précédente en matière de protection des données à caractère personnel, les changements administratifs sont assez importants. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu au plan juridique, quel est ce texte, quelles sont les nouveautés, qu'est-ce qui reste conforme ou peu changeant par rapport à l'existant, et essayer d'identifier quels sont les enjeux pour vous dans vos missions. Donc en France, depuis 1978, il y avait cette loi informatique et liberté. La France était vraiment précurseur en matière d'adoption d'une réglementation dans ce domaine. C'est de nombreuses années plus tard que l'Union européenne s'est saisie du sujet avec une directive de 1995. Donc une directive, la différence avec un règlement, c'est qu'une directive avait vocation à être transposée en droit national. Donc ça donnait l'obligation à chacun des États membres d'adopter dans leur réglementation nationale des règles en transposition, mais tout en leur laissant une certaine marge de manœuvre. Et donc l'effet a été que ça aboutit à des réglementations extrêmement fragmentées. Et 20 ans plus tard, on réalisait que ce n'était pas du tout conforme à la pratique et à la vie de tous les jours, dans la mesure où dorénavant, les services de l'information ne sont plus aussi fragmentés que ça, et ça appelait une réglementation nationale. Le problème a été, une réglementation globale européenne. Le problème a été que les données sont dans tous les secteurs d'activité, et vous le savez mieux que personne d'autre dans votre métier. Il y a des données, il y a des informations dans tous les secteurs d'activité, et pour trouver un texte de compromis qui satisfasse à tous ces intérêts divergents, s'en sont issus des actions de lobbying sans précédent pendant plus de 6 ans. Le texte, donc il ne faut pas avoir peur de le manipuler, hein, c'est ça le règlement européen. Donc n'hésitez pas à aller le lire, du moins les considérants qui sont effectivement beaucoup plus intelligibles que les articles en eux-mêmes. 99 articles, mais malheureusement pour nous juristes qui pratiquons ce texte, c'est très compliqué de comprendre quels sont les différents renvois aux principes, aux exceptions, aux dérogations aux exceptions.
Ce texte a été négocié pour l'essentiel en anglais, donc on peut se dire qu'il y a une part de clarification qui a été perdue de par sa traduction. Et pour ne citer qu'un article, par exemple, l'article 11, alinéa 2 dit « Lorsque le responsable du traitement est à même de démontrer qu'il n'est pas en mesure d'identifier une personne concernée. » Le responsable de traitement n'est pas en mesure d'identifier une personne concernée. Alors, il en informe la personne concernée. Si possible. Donc voilà le texte avec lequel on doit composer et que j'ai pour mission de vous expliquer. Donc le RGPD n'est qu'un début, comme vous l'avez illustré avant moi. Au niveau national, il y a tout un tas de domaines qui restent de compétences nationales et qui ont vocation à être précisés dans les domaines que j'ai listés, donc la biométrie, certaines missions qui relèvent vraiment du service public propre à un État, le pouvoir des différentes autorités de contrôle, parce que la CNIL ne disparaît pas, la CNIL reste bien là, elle devra coopérer de façon plus étroite avec ses homologues en Europe, mais elle reste là. Tout ce qui concerne les traitements des données telles que le numéro de sécurité sociale reste à compétence nationale, etc. Au niveau européen, donc il y a tout un tas de chantiers qui sont en route, donc il faut que des codes de conduite soient adoptés, donc notamment dans votre domaine, que des décisions d'adéquation soient adoptées. Une décision d'adéquation, c'est ce qui permet de dire que des données peuvent être transférées dans certains pays hors de l'Union européenne parce qu'on considère que ces pays assurent un niveau de protection adéquat, ce qui n'est pas le cas de tous les États du monde. Bon, tout un tas d'autres choses, notamment la délivrance de certaines certifications pour certains services. Donc ça, c'est en cours. Tout le monde, beaucoup de personnes y travaillent, mais alors le constat, malheureusement, c'est qu'il est peu probable que l'objectif d'harmonisation soit atteint. Donc ça restera, il faudra toujours se poser la question quand même de savoir comment s'appliquent les règles en Belgique, en Italie ou autre. Et il y a certes une primauté du droit européen qui fait que ce règlement va être supérieur en termes de valeur juridique dans les domaines pour lesquels il est compétent par rapport au droit